Hello tout le monde, salut Julien, Salut, salut Flavien. j'espère Top. que vous allez bien. N'hésitez pas à nous dire toujours pareil que le son, la vidéo sont OK, qu'il n'y ait pas trop de problèmes de connexion. Il y a déjà pas mal de personnes qui se connectent. Trop bien, trop content du coup de faire ce webinaire ensemble avec Julien. C'est un petit moment qu'on se connaît, qu'on échange ensemble et qu'on travaille aussi ensemble. Donc on avait vraiment envie de partir de ce webinaire-là et surtout sur la partie call sur laquelle on travaille beaucoup tous les deux. Ouais, carrément. Call calling, gros sujet pour tout le monde. En tout cas, ceux qui veulent performer et arrêter un petit peu de se prendre des portes en emailing. Mais yes, assez intéressant. Et puis on voit Alex Gross performer sur Minari. Donc, ça peut être assez cool de dévoiler un petit peu vous, comment vous fonctionnez. Ouais, carrément, carrément, hein. C'est vraiment l'objectif du coup de ce webinaire, de montrer un peu où en est le call en 2025, comment faire du coup pour performer et surtout pour en faire un vrai canal d'acquisition. Parce qu'on a beaucoup d'expérience avec Julien sur on fait du call, mais en fait on va pas le traquer comme on peut traquer de l'emailing ou comme ça. On va vraiment le faire plutôt au ressenti, alors que en fait c'est tout l'inverse, c'est un vrai canal d'acquisition qu'il faut vraiment suivre, traquer, améliorer, etc. Ouais, carrément, carrément, carrément. Hello Tariq, hello José, Aziz, Fabien. Pas mal de monde qui se connecte. N'hésitez pas à nous dire, moi j'aime bien où est-ce que vous êtes, si vous êtes sur Paris, dans le sud, etc. C'est mon petit côté Ouais. curieux qui ressort. Est-ce que vous faites aussi votre boîte? Ouais, carrément. Salut Il y en a Benoît. pas mal de noms connus, Benoît, José, qu'on voit régulièrement du coup sur le webinar. Ah, tu les vois régulièrement? Ouais, salut Alexandre, salut Aziz. Euh, mais trop content, du coup, on va pouvoir commencer rapidement à se présenter. Si tu veux, Julien, pour ceux qui ne connaîtraient pas ou ne connaîtraient pas encore Minari, est-ce que tu peux nous dire un peu toi, ce que tu fais, ce que fait Minari? Ouais, carrément. Du coup, moi qui je suis? Alors du coup, je suis un des 2 cofondateurs de Minari. Bon, mon background, c'est je suis un sales de base. Voilà, j'ai été, AE, j'ai été head of sales dans différentes boîtes et du coup, on a monté Minari avec mon associé. Minari, c'est un outil de téléphonie qui aide en fait les équipes sales à être plus performantes, du coup, en cold calling. Ça leur permet en fait d'avoir plus de personnes au téléphone en moins de temps et en fait, on essaye de résoudre les problèmes de taux de décroché que vous pouvez avoir quand vous faites de la prospection téléphonique. Ouais, et c'est un vrai game changer parce que il y a un vrai sujet en cold calling, c'est le taux de décroché qui est en baisse de plus en plus. Donc, on a tous fait quand on a commencé le cold call, passer la journée à parler à des répondeurs, c'est fatigant et on ne performe pas. Et donc, ça résout vraiment une vraie problématique de cold calling, mine de rien. Nous, on l'a vu direct chez Let's Go pour la petite histoire. Quand on avait commencé avec des outils concurrents comme OnOff, etc. Et les performances en termes de rendez-vous, c'est du x4, x5, surtout quand on commence à avoir pas mal de clients, et c'est Ouais, pas négligeable du tout. ouais, ouais. Non, c'est clair. C'est clair, en fait, c'est vrai que tu as mentionné que c'était des concurrents. Alors, on est sur les mêmes segments un petit peu de techno. Mais c'est vrai nous, Minari, ouais, on l'a vraiment construit du coup pour résoudre cette problématique-là pour les call callers. C'est vrai que nous, souvent, quand on nous compare, quand on nous demande, on dit voilà, c'est deux outils différents. T'as des Ringover, des Aircall et des on-off qui sont sur un segment, alors que nous, on est vraiment extrêmement niché sur la partie productivité call calling, quoi. Ouais, super, C'est un petit peu super. la diff. Ouais, c'est vrai que c'est pas exactement la même chose. Il y en a, c'est vraiment un outil de call, toi, c'est vraiment pour aller chercher plus de Ouais, personnes, parler à plus de personnes pendant ces sessions. ouais, ouais. Trop bien. Bon, on va pouvoir commencer du coup. On a pas mal de personnes qui sont connectées. On a Alexandre de chez Linker qui est là. On a Pierre aussi de chez Faro. Donc, trop cool de tous vous voir. Du coup, au niveau du sommaire, qu'est-ce qu'on a prévu pour ce webinaire? Déjà, on va repartir sur les bases. Comment créer ces listes de call? Parce que toute bonne session de call, tout résultat d'une stratégie de call part de la création de base de données qui doit être ultra ciblée. C'est vraiment la base des bases. Une fois qu'on a fait ça, quels sont les différents KPI que l'on doit suivre en call? On entend tous les jours des KPI différents, taux de décroché, taux personnes argumentées, nombre de rendez-vous. Bref, quelles sont celles que l'on suit nous chez nos clients chez Elgro et Julien aussi, c'est qui suit Seminary, qui met en avant du coup sur son outil. Ensuite, comment on construit un modèle de prévision, comment on part du coup d'un nombre de nouveaux clients que l'on veut atteindre, d'un chiffre d'affaires que l'on veut faire chaque mois, et du coup, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour pouvoir du coup atteindre ces chiffres-là. Donc, on part d'un volume d'appels jusqu'au chiffre d'affaires généré. C'est vraiment quelque chose que l'on met en place nous avec Julien et qui fonctionne, qui permet de prédire un peu du coup nos résultats avec cette stratégie de call call. Et sur le dernier point,
Comment améliorer ces calls en les personnalisant? Là, vraiment, on voulait refaire un point sur aller chercher plus de points de conversion. Comment on fait pour améliorer sa stratégie aussi dans le temps. La première étape, du coup, on voulait remettre un peu de contexte sur le call en 2025. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui se passe un peu? On entend pas mal de choses. Les mises à jour iOS, ça répond plus, c'est saturé. Bref, qu'est-ce qui se passe un peu du coup sur cet écosystème outbound? Bon, il y a quand même une vraie réalité terrain. C'est que l'outbound se durcit de plus en plus. L'email est saturé, LinkedIn aussi. Le call, quand on fait du call, on a toujours des prospects qui disent je suis appelé tous les jours, etc. Donc les prospects, on en a un peu marre. Ça, c'est une réalité terrain. Et surtout, tout le monde utilise les mêmes accroches. Hello, j'ai vu que tu étais directeur commercial du coup chez Minari. J'ai vu ton dernier post LinkedIn. Bref, ça c'est connu et reconnu chez les prospects qui sont directement ou très régulièrement prospectés. Donc il faut vraiment arriver à se différencier là-dessus parce qu'il y a une réalité terrain. Je viens pour le confirmer sur ces stats avec tous ces clients, mais les taux de décroché baissent. On n'est plus à du 30-40% comme vous pouvez l'être il y a 2-3 ans. Les Ouais. rendez-vous deviennent plus chers et les cycles de vente s'allongent. Donc, il y a vraiment un vrai sujet d'améliorer du coup ses performances et de suivre ses performances du coup sur la partie call. Ouais, ouais. Non, c'est clair que comme tu dis, là, le bond se durcit, mais il se durcit, du coup, sur tous les canaux. Parce que du coup, il y a de plus en plus d'outils qui se montent, qui permettent de faire de la prospection, assez facilement, on va dire. Et du coup, il y a aussi beaucoup de daubes. Et du coup, forcément, quand on reçoit beaucoup de daubes, on a tendance à moins les lire ou à moins vouloir décrocher. Et c'est sûr que du coup, ça a un impact sur tout le monde. Mais c'est vrai que pour les taux de décroché, moi, il y a pas si longtemps, je parlais à une boîte qui faisait, je crois 400 millions d'ARR rien que sur la France. En fait, le VP Sales me disait que, ouais, en 2 ans, ces taux de décroché, ils avaient été divisés par 2 littéralement. Donc, comme tu le dis, on passe d'un 30-40 aujourd'hui à plus une moyenne entre 10 et 20. Ouais, les chanceux, ils sont entre 15 et 20, mais en règle générale, ça dépasse pas ces chiffres-là. Donc faut être beaucoup plus sharp, maintenant quand on a des personnes au téléphone, ouais. Clairement. Et du coup, il y a un problème aussi, Julien, sur la plupart des boîtes B2B, sur le tracking des KPI notamment. Ouais, carrément. En gros, bah, le cold calling, c'est un petit peu comme c'est un peu comme un sport, hein. Si vous allez à la salle, juste, vous vous pointez à la salle, mais qu'en fait, vous faites pas attention à votre alimentation, c'est un peu 50-50. Le cold calling, c'est pareil. C'est-à-dire que, bon, bah, il y a une partie où il faut être, très bon sur la création de liste et il faut vraiment pas le mettre de côté. Et la 2e chose, du coup, c'est de se pointer et juste faire ses calls. Mais quand vous faites ces calls, après, bah, en fait, il faut comprendre vraiment le funnel d'acquisition et comprendre vos chiffres pour comprendre où est-ce que ça bloque si jamais vous n'êtes pas performant. Et en général, c'est comme un produit, hein, c'est de l'itération. Du coup, il faut suivre tout ça, il faut réécouter ses calls, il faut vraiment traquer ses métriques, tout le temps pour comprendre, pourquoi est-ce qu'un sales va performer ou pas, du coup. Clairement. Du coup, première partie, quand on veut mettre en place une stratégie de call qui fonctionne, c'est la partie base de données, créer des listes de calls performantes. Alors, on va reprendre les bases pour ceux qui suivent régulièrement des webinars, mais c'est vraiment super important parce que bon, on voit encore trop de bases de données qui sont trop approximatives. En call, comme l'a dit Julien, c'est saturé, il faut être très sharp, donc il faut parler à la bonne personne, au bon moment et à la bonne entreprise, sinon vous êtes sûr de ne jamais avoir de résultat ou en tout cas de vraiment vous casser les dents. Donc, les bases d'une bonne liste de prospection, c'est une segmentation très précise, un secteur d'activité spécifique, une taille d'entreprise précise et un persona par liste. Mmh. Pourquoi on appuie là-dessus? Parce que en call, maintenant, il faut vraiment que le prospect ait l'impression que je suis un expert dans son domaine. Donc, si j'appelle une entreprise du bâtiment, il faut du coup que je parle de truelle, de bétonnière. Bon, j'exagère, mais c'est vraiment ça. Si je parle du coup à un SaaS B2B, il faut que je parle de MRR, d'augmentation du cycle, de réduction du cycle de vente, du coup, enfin des choses qui vraiment qui leur parlent. Et c'est vraiment en faisant des secteurs d'activité précis et des tailles aussi, parce que une entreprise du BTP de 5 à 10 salariés n'aura pas du tout les mêmes enjeux qu'une entreprise de plus de 100 salariés. Et bien entendu, un directeur financier n'aura pas du tout aussi les mêmes attentes, les mêmes enjeux qu'un CEO. Et on le voit trop souvent, nous, quand des freelances qui viennent nous voir ou même des clients, ils nous donnent, tenez, j'ai déjà une liste, du coup, est-ce que vous pouvez appeler sur ma liste? On lui dit, on va regarder d'abord de quoi est constituée la liste. Mais toutes les boîtes de 100 à 500 salariés dans le share, et j'ai du CFO, du CEO, du DRH. Le problème, c'est que si on appelle cette liste-là avec des outils classiques ou des outils comme Minari, il faut vraiment être très 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 bon pour pouvoir changer de script au dernier moment, changer suivant la boîte, etc. Et on est sûr de casser les dents, entre guillemets, de parler à personne. Mmh mh.
Non, c'est clair. C'est vrai que en général, c'est un script pour un persona, où il faut personnaliser son script par rapport à son persona et par rapport aux enjeux qui lui l'intéressent. Et après, il y a une autre chose du coup sur ce que tu dis sur la segmentation de tes listes, c'est que, comme tu le dis, tu vas pas pouvoir, attaquer une boîte de 100 personnes de la même manière que tu vas attaquer une boîte de 500 personnes. Mais si tu mets tout dans un fourre-tout dans une seule liste, du coup, tu vas pas pouvoir comprendre du coup ce qui se passe sur tes calls et dire: «OK, les boîtes de 100 personnes, ça fonctionne pour mon business et c'est là que je dois attaquer et mettre les bouchées doubles, alors que les boîtes de 500 personnes, ça fonctionne pas». Du coup, même en termes de tracking, ça a aucun sens de mettre même les mêmes personas dans des mêmes listes qui sont dans des tailles de boîtes différentes, en fait, ou même des secteurs d'activité. Faut que vous Clairement. puissiez dire un petit peu comme Fabien, tu l'as dit, je prends des boîtes, dans le BTP d'une taille de 50 employés versus une autre liste où là, c'est plus 200 employés et après vous créez vos listes là-dessus, vous les tabassez, vous les collez et vous voyez un petit peu les résultats que vous allez avoir et peut-être que vous allez avoir du coup des différences de performance parce que ça votre produit ou votre service ou la problématique que vous résolvez parle plus à une cible qu'à l'autre, en fonction de leurs critères. Donc c'est super important de vraiment passer du temps sur ces listes-là et de les segmenter correctement. Clairement, et en fait, on voit souvent, c'est entre guillemets un problème de feignant, c'est de dire: «Bon, beh, comme j'ai plusieurs personnages et plusieurs secteurs, je fais une grosse liste et puis je les appeler». Sauf que, en fait, le temps que vous gagnez en amont, vous allez vraiment le perdre derrière dans votre session, vous épuiser, dire que ça fonctionne pas. Donc, il vaut mieux passer le temps en amont et appeler, des listes très précises de 50 CMO, de SaaS B2B de plus 50 à 100 salariés. Mais par contre, quand le mec décroche, beh, vous savez exactement quoi lui dire, vous savez ses problématiques et vous savez comment lui parler. Donc ça, franchement, il y a vraiment, enfin, je viens de confirmer, mais il y a vraiment, pas de sujet dessus, vaut mieux des petites listes très précises que des Ouais. listes, fourre-tout, hein. Ah bah, ça c'est clair. Ça c'est clair, sinon vous allez être perdu, vous saurez pas pourquoi est-ce que ça performe pas et au pire vous dites: «Ça performe pas», le cold calling en général et puis vous mettez le canal à la poubelle alors que c'est que, au final c'est que de l'itération mais il faut être assez précis, quoi. Ouais. Deuxième chose, du coup, une fois qu'on a fait ça, un secteur d'activité, une taille d'entreprise, un persona précis, bien entendu, il faut essayer d'avoir un maximum d'informations sur l'entreprise. Parce que quand ça décroche, ben, il faut se démarquer. Il faut que ce ne soit pas le énième call qui reçoit, mais que ce soit un call qui soit différent. Et pour ça, ben, il faut que vous soyez au courant très rapidement d'actualités récentes de l'entreprise. Si vous avez la chance que votre persona ou votre personne soit sur LinkedIn et active, du coup, ces derniers posts, ces interactions, euh, que vous ayez accès aussi à des informations, bien entendu, sur l'entreprise, notamment son organigramme. Ben, moi, je voulais appeler le CTO de chez Minari, ben, j'ai eu Julien au téléphone. Ah, ben, je peux rebondir direct. Ah, c'est peut-être pas Julien, mais c'est Alex, du coup, qui gère ça chez vous. Bref, quelque chose qui montre que vous n'êtes pas l'énième personne qui appelle, mais que vous souhaitez vraiment travailler avec ce compte-là, vous souhaitez échanger avec une personne de ce compte-là, et qui permet de dire à votre prospect, bon, ben, je vais vous laisser une chance pour échanger ensemble en rendez-vous. C'est vraiment ça qui fera la différence. Donc, il y a plein d'outils qui existent. Il y a des outils comme Faro, comme Sales Navigator, ou même directement en allant chercher la donnée sur LinkedIn. Ça va être un peu plus facile, mais vous pouvez le faire. Mais il faut que vous arriviez à faire cette étape-là supplémentaire pour gagner des points aussi pendant que vous pitchez votre prospect. Mmh mh, mmh. C'est vrai qu'en plus ce point-là, ça vous permet de personnaliser du coup vos calls et de pas arriver un petit peu comme un touriste sur les calls si les personnes décrochent. Donc c'est vrai que si un imaginons, je sais pas moi, Minari typiquement, du coup c'est un outil de cold calling. Ce qu'on fait, c'est qu'on va du coup scraper les jobs les jobs, qui sont disponibles sur Indeed, Welcome to the Jungle et cetera et en fait où c'est écrit que les commerciaux font du cold calling. Du coup, quand on les appelle, on sait déjà qu'ils font du cold calling et du coup aussi notre taux de conversation du coup sur ces prospects-là, si on arrive à engager la conversation est beaucoup plus élevé que si, juste on crée une liste et on c'était un petit peu au petit bonheur la chance, quoi. Donc c'est important pour vous et mais surtout pour votre performance et pour pouvoir engager la conversation et parler d'un sujet, du coup dont vos prospects sont au courant, quoi. Clairement. Et puis, on le verra aussi sur le setup de calling, comment on fait ces appels. Mais, on a un prospect où on commence un peu la discussion avec lui. On est en même temps, du coup, sur LinkedIn ou sur l'organigramme. Ben, on voit que ça fait 4 mois qu'il vient de rentrer dans l'entreprise. On rebondit dessus. Ah, ben, je vois, vous avez sûrement des sujets. Vous venez d'arriver. Comment se passe votre onboarding? Est-ce que vous avez déjà les mains dans le cambouis ou vous êtes en train de prendre de la hauteur sur ce qui se fait? Bref, essayez vraiment de lui dire, je te parle à toi et je parle pas à une liste de call, quoi. Ouais, c'est clair que je pense que le truc que les gens détestent le plus, c'est, se faire appeler par le, 56e sales de la boîte et sentir que voilà, c'est juste un numéro. Donc faut faire attention, les gens le ressentent beaucoup, ouais, au téléphone. Ouais.
Et dernier point, bien entendu, qui est un point non négligeable dans la création de ces listes de call, c'est la partie data, enrichissement des données. Il faut là des outils d'enrichissement qui soient le plus performants possible parce que vous ne pouvez plus vous permettre de perdre du temps avec des mauvais numéros, des fixes, etc. Là, c'est autant ne pas faire de call si vous devez aller sur cette partie fixe notamment. Euh, à part des secteurs très précis, par exemple, je sais pas, les agences immobilières de 2 salariés, bon, ben, vous avez beaucoup de chances qui répondent sur le fixe, mais sinon, à part exception, voilà, avoir de l'email pro nominatif, au moins les profils LinkedIn de vos prospects, les numéros de portable, ça c'est super important. Maintenant, les plateformes du coup permettent d'enrichir avec des données de grande qualité. Des outils comme Faro vont avoir Full Enrich intégré. Minari, vous pouvez rentrer maintenant, Julien vous liste ça directement depuis Minari et intégrer du coup avec Full Enrich un enrichissement en cascade de numéros. Ouais. Ouais, non, exactement. C'est comme tu disais, alors après il y a des secteurs où ils font de l'enterprise, c'est vrai qu'ils continuent à appeler des standards et qu'ils essaient de passer les barrages secrétaires. Donc il y a Ouais, quelques secteurs comme ça où ils sont obligés de le faire. Mais c'est vrai que sur du cold calling, faut toujours appeler la personne en direct, donc utiliser ces outils d'enrichissement, bon que ce soit Full Enrich, Faro, des, Casper et compagnie. Après tout souvent, on nous demande un petit peu, qu'est-ce qui est le plus performant? Bon alors pour moi, l'enrichissement en cascade sera toujours le plus performant parce qu'ils vont taper dans différentes bases de données jusqu'à trouver, du coup, les numéros de téléphone des personnes. Après ça diffère aussi beaucoup selon les pays, les secteurs où vous êtes, donc il faut un petit peu, entre guillemets, «tous les tester» pour voir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Mais c'est vrai ouais. que Full Enrich, je crois qu'ils ont un taux de complétion de liste, de plus de 80. Donc c'est quand même, très, très quali. Ouais, ça, nous en moyenne pour nos clients, tu vois, on a enrichi 4000 numéros par mois et ça, on a 83%, je crois, de taux de OK. complétion. Donc, ce qui est Ouais, vraiment c'est bien. exceptionnel quand on fait une liste très précise. On sait qu'on a 8 personnes sur 10 qui auront le numéro de téléphone portable, la ligne directe. Donc, c'est Ouais, vraiment un plus parce qu'il y a 2 ans, c'était pas du tout ces taux-là, on était à 40%. Et en plus, là-dessus, il y avait des faux numéros, hein. OK. Ouais, ouais. C'est vrai que ces outils-là, il y en a certains qui mettent pas à jour, très régulièrement les bases de données, donc du coup, vous appelez souvent des numéros qui sont plus bons ou c'est plus les bonnes personnes. Ouais, Donc faut faire gaffe. C'est des fois, il faut mieux payer l'enrichissement plus cher et avoir la data à jour que de juste aller chez le moins cher et d'avoir des numéros pourris. Donc faire attention. clairement. Donc, une fois qu'on a fait des bonnes listes du coup de prospection, on va pouvoir démarrer sa session de call. Et là-dessus, une fois qu'on a fini sa session, quels sont les KPI que l'on doit traquer, que l'on doit suivre et comment savoir si on a fait une bonne session ou pas et qu'est-ce qui doit être amélioré. Donc, il y a 2 grands types de KPI du coup sur la partie call. Il y a ce qu'on appelle les KPI d'effort, donc ce qui vont être vraiment le nombre d'appels passés, la durée moyenne des appels, le nombre de tentatives du coup d'appels par lead, qui sont des KPI qui sont intéressants, mais qui ne sont pas ceux qui vont vraiment vous faire passer un cap. C'est plutôt une KPI d'effort de moyen, en gros, qui va résumer un peu l'intensité de votre séance, de votre session de call. Et surtout, il y a la deuxième partie des KPI qui vont être ce qu'on appelle les KPI de performance. Ça, c'est vraiment eux qui vont dire si cette session elle a été réussie ou pas. Ça va être du coup le taux de décroché, le nombre de personnes qui ont décroché, le taux de prospects argumentés, combien de prospects du coup j'ai pu pitcher en entier, le taux de rendez-vous VS du coup divisé par le taux de personnes argumentées, combien je dois argumenter de personnes pour prendre un rendez-vous. Ensuite, bien entendu, si on va un peu plus loin dans le cycle de vente, le taux de show ou le taux de no-show, combien de personnes à qui je prends de rendez-vous se présente vraiment en R1. Et bien entendu, ensuite, le taux de closing par rapport au rendez-vous de call qui va permettre aussi d'avoir une vision complète du coup du cycle et de valider aussi la qualité des rendez-vous qui sont pris. Mmh. Quand tu dis taux de closing, c'est taux de closing par rapport à l'opportunité que tu as générée? Exactement. Mmh. C'est vrai que peut-être entre les 2, on peut aussi nuancer où vous avez, sûr que quand vous allez avoir les personnes du coup en meeting, toutes ne vont pas être qualifiées, vous allez pas pouvoir leur vendre votre produit ou leur service ou c'est peut-être pas le bon moment. Et du coup, c'est vrai que vous avez un taux aussi de conversion entre meeting et création de l'opportunité avant de venir, du coup au closing. Nous, typiquement chez Minari, il y a peut-être, 50 des meetings qu'on fait où c'est pas le bon moment pour les boîtes, elles sont pas qualifiées pour nous et du coup, bah, on les éjecte et il y a 50 où potentiellement il y a une opportunité et on peut l'ouvrir dans notre CRM, et dire: «OK, ça c'est un deal vraiment qu'on va suivre» et après du coup sur ces deals là, vous avez du coup le taux de conversion, le taux de transformation. C'est sur ces deals que vous avez créés, combien est-ce que vous allez du coup pouvoir en closer? Ouais, non, ça c'est sûr, c'est vraiment un bon point. Nous, je sais qu'on a plus tendance à vouloir rajouter des questions de qualification et quand on passe en rendez-vous, tu vois, de dire que on sait Ouais, qu'il y a quelque chose qui va pouvoir se faire, mais il y a ouais, aussi 2 stratégies, hein. Faire plus de volume et derrière requalifier derrière ou alors, ouais. un peu moins de rendez-vous mais plus qualifiés et les 2 sont pertinentes et des fois, il y en a qui sont plus pertinentes que l'autre suivant la boîte et suivant ce qu'on veut faire.
Ouais, ouais, exactement. Faut juste pas trop en faire, hein, des métriques, on peut en traquer, à l'infini. Faut juste pas se perdre, trop dedans, juste pour traquer, quoi. Clairement. Et du coup, Julien, quoi correspond chaque KPI et qu'est-ce que ça dit, du coup, sur notre session de call? Ouais, carrément. En gros, le cold calling, c'est un funnel, c'est un petit peu comme tout. Du coup, bah, faut juste démarrer par, composer les numéros. Donc, là, vous le premier qu'on a, c'est, le taux de décroché. Donc vous faites 100 appels. Sur 100 appels, combien de personnes vont juste décrocher et dire: «Allô?» Donc ça, c'est super important parce que du coup, toutes ces métriques qu'on va vous afficher, dont on va vous parler, ça va vous permettre du coup de pouvoir prédire votre acquisition via du cold calling. Et donc la première, c'est, taux de décroché. J'appelle 100 personnes. OK, je sais pas, j'en ai, 20 qui décrochent. Bah, très bien. Comment est-ce que je me situe peut-être par rapport à la moyenne du marché? Voilà, en France, c'est, 10-20. Si je suis à 5, ça veut probablement peut-être dire alors que soit vraiment ma base de données, elle est pourrie, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je trouve un autre outil d'enrichissement. Soit peut-être vous appelez aussi un mauvais moment, de l'année. C'est sûr que le cold calling, c'est très, «saisonnier» entre guillemets. Les gens, quand ils sont en vacances, quand c'est Noël, quand c'est août, en général, les taux de décrochés, ils chutent. Ça, c'est une réalité. Donc faut faire attention. Et après, même sur ce taux de décroché-là, c'est un élément qu'on n'a pas mentionné, c'est, faut faire attention juste aussi à vos numéros. Vos numéros, de temps en temps, ils peuvent être flagués, ils peuvent être en spam. Donc c'est sûr que ça va faire chuter votre taux de décroché. Si une personne voit ça sur son téléphone, bah, forcément, elle va moins décrocher. Ça, c'est un très bon point, ça, Julien, qu'on parle pas assez. Comment, du coup, un tips comme ça, savoir ou tester si notre numéro est en spam ou pas? Est-ce qu'il y a des solutions pour tester ça? Alors, il y a pas de solution. Il y a des solutions aux US qui existent, mais c'est sur numéro américain où en fait, ils ont tous les numéros en base de données. Du coup, ils peuvent, dire très facilement si un numéro est flagué. Après, vous, ce qu'il faut faire, en gros, c'est quand vous traquez, nous, en tout cas, c'est la façon dont on le fait, c'est sur notre base de clients, on voit les taux de décroché. Donc imaginons, je sais pas, let's go, vous êtes tout le temps à, disons, je dis n'importe quoi, à 20. Si un jour, vous tombez à 10, 8, 5, brutalement, alors c'est soit, du coup, c'est comme on l'a dit, il y a une saisonnalité, du coup, dans le cold calling, soit votre base de contact que vous appelez est pourrie, soit c'est vos numéros. Et si c'est vos numéros, bah, du coup, le test qu'il faut faire, c'est prendre le numéro, appeler un iPhone, vous voyez s'il y a un message qui s'affiche, ou sinon vous appelez un Android et vous voyez s'il y a un message qui s'affiche aussi. Souvent, c'est OK, écrit, suspicion de spam ou un truc dans le genre. Et OK, les Android, souvent, c'est beaucoup plus, enfin, ils vous flaguent beaucoup plus rapidement. Qu'en général, il vaut mieux appeler un Android d'abord OK, et du coup, ça peut vous donner, le pourquoi du comment. OK, donc on appelle un Android et on regarde s'il y a marqué suspicion spam, sinon ça veut dire que tout est OK. Ouais, exactement. OK, Exactement. Et ensuite, du coup, sur ce nombre de décrochés, la prochaine métrique, c'est le nombre de prospects, argumentés. Donc c'est-à-dire, c'est le nombre de prospects où vous allez réussir à engager une conversation. Donc, je fais 100 calls, j'ai, 20 personnes qui décrochent. Sur les 20 personnes, combien est-ce que j'arrive à engager une conversation? En nombre de personnes. Souvent, ce taux-là, nous, sur les utilisateurs, il est entre 50 et 70. C'est souvent une métrique de durée. C'est-à-dire, est-ce que vous définissez une conversation comme, 30 secondes, 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes? Du coup, ça permet de prédire un petit peu ce modèle-là. Mais c'est sûr que déjà, quand la personne dit «allô», il faut pouvoir engager une conversation et pour que vous puissiez au moins lui dire pourquoi vous appelez et lui pitcher votre service. C'est vrai que si vous n'arrivez pas à passer cette barrière-là, ça va être compliqué du coup de transformer après, quoi. ouais, et ça, c'est une bonne métrique à suivre parce que, ça dit beaucoup sur la qualité de son accroche aussi. Ouais, Si l'accroche est pas bonne, bah, là, on peut descendre, on le voit sur des fois sur des sessions à 20 ou 30 de personnes décrochées qu'on argumente et là, ça veut dire que, bah, c'est pas le plus compliqué à changer, mais il faut vraiment travailler son accroche pour avoir moins le temps de pitcher. ouais, non, carrément, carrément et du coup, c'est tout le temps une question d'itération, comme tu l'as dit et après du coup, sur ces conversations-là, c'est la prochaine métrique, c'est sur ces conversations, combien est-ce que vous arrivez à en transformer du coup en meeting? Donc c'est comme je vous l'ai dit, ça part du coup du nombre d'appels. Sur les appels, combien est-ce que vous arrivez à en transformer en conversation? Et sur ces conversations, combien est-ce que vous arrivez à en transformer en meeting? Et du coup là, la moyenne, nous, on le voit, c'est en général 10. Donc un sales arrive à convertir une conversation tous les 10 calls, enfin, pardon, tous les 10 calls, toutes les 10 conversations, il arrive à transformer en un meeting. Donc ça, c'est la majorité des sales qui sont à peu près à 10. Les bons commencent entre 15 et 20 et les très bons sont entre 20 et 30. Mmh. Après, encore une fois, ça vous permet de prédire en fait, OK, bon, bah, si je fais 100 calls,
J'ai un meeting. OK, bah, si j'en fais 200, 300, 400, vous voyez en fait votre nombre de meetings derrière. Voilà. Et après, bah, c'est l'étape suivante, comme tu le dis Flavien, c'est le taux de show ou le taux de no show. C'est qu'en général, les boîtes, elles ont tendance à se dire: «Quel est mon taux de no show?» Donc c'est le nombre de personnes qui se pointent pas au meeting que vous avez prévu. Donc après ça varie. Alors je sais pas si toi Flavien, vous tu des chiffres là-dessus? Ouais, nous on est à 78% je crois de taux de show, du coup, Ouais, 23, 20 22 ouais, pardon de no show, ouais, et là-dessus il y a vraiment 2 points. Bon, en cold call, il faut être franc, il y aura toujours une part de no show. Quelqu'un qui a 5% de no show en cold call, c'est vraiment très, très fort ou ouais, alors c'est un menteur. Heu, mais si on est au-dessus des 25 ou 30%, c'est souvent que c'est un problème de qualification, de rendez-vous forcé. On a tous fait, c'est la fin de session, on n'a pas pris de rendez-vous, on force le rendez-vous, on sait que le taux de no-show, il va être beaucoup plus important, ou alors on ouais, n'a pas assez qualifié. Il y a des prospects, on le voit, qui arrivent à rendez-vous, ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Voilà, c'est qu'il y a un travail à faire en amont, etc. Mais voilà, c'est souvent les deux leviers à faire du coup, pour améliorer le taux de no-show, la qualif, et ne pas forcer les rendez-vous avec des prospects sur lesquels il n'y a pas d'intérêt. ouais, ouais, non carrément. Puis après bon, on enfonce un petit peu des portes ouvertes, mais plus vous allez mettre votre meeting loin dans le temps, plus votre taux de no-show du coup va augmenter. C'est que si vous appelez aujourd'hui pour mettre un meeting je sais pas dans 2 mois, c'est sûr que la personne elle va voir ça sur son calendrier, elle va se dire: «C'est quoi ce truc-là? Je connais pas» et puis elle va pas venir. En fait, faut placer vos meetings le plus proche possible de la date du call, si ce n'est même dire: «OK là on a 15 minutes, est-ce que cet après-midi on peut se revoir à 20-30 minutes et puis je vous explique comment est-ce qu'on pourrait potentiellement vous aider, quoi?» Ouais, donc clairement, c'est un bon facteur aussi de l'engagement du prospect, hein. Quelqu'un qui me dit: «Ouais, mais j'ai pas de dispo avant un mois et demi», à part Ouais, grosse saisonnalité, par exemple un e-commerçant qui est en Black Friday, ça peut se comprendre, mais sinon la plupart des boîtes, c'est-à-dire que c'est pas un sujet très important pour eux à ce moment-là. Vous pouvez le positionner dans 2-3 semaines. Je conseille vraiment de rappeler la personne, ou de nurturer la personne avant, parce que sinon en ouais. effet, soit ce sera pas pertinent parce que vous savez qu'il va vous écouter peut-être s'il vient, mais derrière vous allez du coup devoir le nurturer, ça sera pas le bon moment et ça va pas conclure une opportunité, ou alors il va pas du tout venir. Ouais, c'est un bon indicateur du coup de la pertinence de votre script et si vous avez réussi du coup à cerner peut-être une problématique qu'il avait. C'est vrai que s'il vous dit c'est comme tu l'as dit, hein: «Ouais, on peut se caler ça dans 2-3 mois». Bon on n'est pas tous CEO d'une boîte de 1000 personnes, donc si la personne elle a pas 15 minutes à vous accorder sur une problématique qu'elle a, c'est que potentiellement elle a pas cette problématique-là, donc ça sert à rien de forcer les meetings, en règle générale. Clairement. Top et du coup, la dernière KPI, ouais, c'est votre taux de closing. Donc sur ces rendez-vous-là, du coup, combien est-ce que vous allez, du coup, en réussir à en convertir et à signer? Donc c'est comme on le disait juste avant, peut-être entre les 2, vous pouvez du coup regarder le nombre de meetings que vous avez transformés en opportunités et après sur vos opportunités, combien est-ce que vous arrivez à en closer? Voilà. Ouais, Après ça dépend du coup de la pertinence de votre offre. Mais bon, nous, on arrive à avoir souvent on envoie souvent lors des 10, 20, 30%. 30%, ça commence à ouais. Tu as un petit problème de micro, je crois, Julien. ouais, excusez-moi, C'est bah, bon. justement, je suis en train de me faire coller. Donc Ouais, comme quoi. voilà, je mets mon téléphone en mode avion et yes et donc ça, c'est super important parce qu'en fait, encore une fois, c'est un funnel. Donc si vous traquez toutes ces métriques-là, à la fin, vous savez du coup, pour 100 calls, combien est-ce que ça vous rapporte et après, bah, du coup, selon vos objectifs de boîte mensuels, trimestriels ou annuels, vous savez, du coup, remonter la file et dire: «OK, pour faire 100 000 €, au final, il faut que je fasse X nombre de calls». C'est surtout ça le truc qu'il faut regarder. Donc c'est vrai que Clairement. il faut suivre ces chiffres de base pour, du coup, pouvoir prédire votre acquisition et la génération de votre pipeline. Du coup, si on reprend un peu rapidement les KPI qu'on a dit, donc taux de décroché, s'il est inférieur à 15%, il faut regarder. Du coup, problème de data, de jour ou d'horaire. Il faut quand même garder du coup ce cap de 15% de décroché. Taux de personnes argumentées, pareil, si vous argumentez, moi j'ai mis moins de 20 personnes par session. Euh, Souvent, c'est que vous faites pas assez de volume d'appels ou qu'il y a un problème d'accroche. Parce que si vous faites moins de 20 argumentés par session, c'est compliqué aller chercher les deux rendez-vous. Ou alors, il faut vraiment être très bon. Suivant vos objectifs, vous savez que vous allez devoir argumenter un certain nombre de personnes. Mmh. Pareil, ce qu'on dit, du coup, le taux de rendez-vous par personne argumentée. Tous les 10 personnes argumentées, un rendez-vous, c'est la moyenne.
du coup. Sinon, ça veut dire que vous n'êtes pas sur la bonne cible ou alors que votre script n'est pas assez bon derrière. Taux de show ou taux de no-show, donc on peut parler de taux de no-show inférieur à 25% ou taux de show supérieur à 75%. Euh, pardon. Sinon, c'est dire qu'il y a mauvaise qualification ou le rendez-vous qui a été forcé. Et taux de closing, bon, j'ai été un peu élevé sur le taux de closing. J'ai dit, si on a 15% sur de l'autre bande, c'est déjà un beau taux de closing Ouais. dessus. Donc, sinon, en dessous, bah, soit le cycle de vente ou l'offre n'est pas adapté, ou alors ce qu'il y a de la qualif, c'est-à-dire qu'on fait venir tout le monde sur nos calls. Et derrière, bien entendu, on ne peut pas vendre à tout le monde. Ouais, non, c'est clair. C'est vrai que le inférieur à 15, faut un peu le mesurer, dans le sens où c'est vrai qu'il y a des boîtes qui sont à peut-être à 10 ou en dessous. Après ça dépend des personas, bon ça dépend des secteurs, ainsi de suite, mais c'est vrai qu'en Ouais, France, nous on le voit sur notre base de clients, ouais, la moyenne c'est 15, mais sur toute la base de clients. Mais après il y en a certains qui peuvent être à, 8, 6 et d'autres qui peuvent être potentiellement plus à 27-30, 30. Mais parce qu'aussi c'est des boîtes qui ont, entre guillemets, beaucoup de moyens, qui arrivent à très bien qualifier en amont pour créer leur base de prospection. Hem, mais ouais, donc du coup, faut faire attention. Mais c'est aussi pour ça que nous, on a créé Minari d'ailleurs sur la partie, taux de décroché. C'est que vu qu'on fait de l'appel multi-contact, que vous ayez entre guillemets 15 ou 10, au final, c'est quelque chose qu'on va pouvoir «compenser» entre guillemets par le volume et faire en sorte que nous, globalement, un sales va passer, peut-être 20 à 30 calls par heure sur son téléphone ou sur un outil, voilà, de VoIP, classique. Alors que sur Minari, sur un taux de décroché moins de 15, il passe plutôt une centaine d'appels par heure. Donc c'est vrai que du coup, ça compense ces problématiques de taux de décroché, ça lui permet d'avoir beaucoup plus de personnes au téléphone. Après, c'est pas de la magie, c'est quand même lui de transformer du coup ces calls-là en conversation et potentiellement en meeting derrière, quoi. ouais, c'est vrai que ça résout nous deux gros pains qu'on avait dans l'agence. C'est déjà le temps passé, comme il dit, avant pour 100 personnes, on allait avoir 10 décrochés, c'était la journée entière du CS qui était pris. Maintenant, en 1 heure, Ouais. du coup, il peut faire exactement la même session derrière. Donc, c'est vraiment la productivité qui augmente et surtout aussi l'épuisement. On parle pendant 1 heure à 50% du temps, on parle avec des personnes. Donc, c'est pas du tout la même session qu'une journée où on a parlé à 10 personnes dans la journée. Mmh, mmh mh. Ouais, non, carrément, carrément. Et du coup, avant qu'on aille du coup dans le concret et dans un simulateur que je viens de nous partager, un exemple de funnel, à quoi ça ressemble du coup pour traquer, par exemple, les performances hebdomadaires ou mensuelles. Donc, on se dit qu'on a 100 contacts, du coup 1000 contacts pardon, que l'on va appeler dans le mois, par exemple. Donc là-dessus, j'ai fait un taux décroché qui est assez élevé, mais du coup, par exemple, on aura 300 décrochés ou 150 décrochés selon le taux de décroché que l'on a. Derrière, on va argumenter du coup 30% pour être conservateur du coup des personnes, donc 90 personnes vont être argumentées dans le mois. Dessus, on va booker peut-être du coup 20% des conversations du coup qu'on a en entière, donc 18 rendez-vous. On aura 13 shows, donc 13 personnes qui vont venir du coup au rendez-vous avec 75% de show et 3 clients avec 25%, 23% j'ai mis de taux de closing. Donc, vous allez voir, on va le montrer avec un simulateur après, mais c'est très rapidement, en mettant le haut du funnel et en gardant les KPI classiques, vous allez savoir combien de personnes vous devez appeler pour avoir votre nombre de clients à la fin de chaque mois. Top. À 23, vous êtes bon chez Lascaux. En plus, on est plus à 28, mais ça Ah dépend waouh! aussi ça dépend Waouh! des mois, des Il se la opportunités, pète en etc. plus, oh la vache. Et du coup, Julien, tu vas nous présenter comment tu construis du coup un modèle de prévision. Ouais, modèle de prévision, bah, alors ça va être un peu de la répétition par rapport à ce qu'on a dit avant. Mais c'est vrai que c'est comme tu l'as dit, hein, c'est nombre de calls, taux de décroché. Sur ton taux de décroché, combien est-ce que tu arrives en engager dans une conversation? Et sur les conversations, du coup, combien est-ce que tu arrives à booker de meeting? Alors du coup, je sais pas si je peux partager mon Ouais, écran. tu fais sur présenter en bas à droite, normalement, là, tu vas pouvoir faire partager l'écran. En bas à droite. Alors attendez, je vais mettre partager l'écran et simulateur. Parfait. Hop, Voilà. et là, il arrive sur scène. Alors je vais réduire un petit peu. Ça, c'est un simulateur du coup qu'on pourra vous partager, mais qui est assez simple. En gros, tous les chiffres en bleu, du coup, c'est un petit peu les métriques dont on vous a parlé et où il suffit du coup, de modifier les chiffres selon vous, vos performances aujourd'hui. Donc vous voyez ici, typiquement, c'est le nombre d'appels que vous passez par jour.
Donc là, typiquement, bah, c'est 100 appels, par jour. Vous mettez le temps que ça vous prend pour composer ces 100 calls. Donc en règle générale, un sales, voilà, il fait, 20 à 30 calls par heure. Ça vous en fait, c'est important de traquer cette métrique-là, parce que forcément, bon, il ne pourra pas claquer du 1000 calls par jour, s'il n'a pas les bons outils. Ensuite, du coup, bah, là, ça vous donne le nombre d'appels composés qu'il fait par heure et après vous mettez, du coup, le nombre de sessions que vous-même vous faites par semaine et donc là, ça vous donne votre nombre d'appels total par semaine et après, bah, on descend, du coup, sur le funnel. C'est quoi votre taux de décroché? Donc là, typiquement, bah, voilà, sur 100 appels, mon taux de décroché, c'est 20. Donc sur une semaine, j'ai, 60 personnes au téléphone et du coup, sur ces 60 personnes-là, j'arrive à engager la conversation avec 70 d'entre elles, donc au final 42 et sur ces 42, j'ai un taux de transformation en meeting de 15. Donc j'arrive à booker 9 meetings. Mon taux de no show, potentiellement, c'est 10. Donc au final, il y a, sur ces 9 meetings que j'ai bookés, 8 personnes qui se pointent où on fait vraiment le meeting et ensuite, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, moi j'ai une métrique entre les 2 où je vais traquer du coup sur ces 8 meetings, combien vont vraiment être qualifiés du coup pour Minari, où la boîte est intéressée potentiellement pour tester ou pour acheter le produit. Et donc ça se transforme du coup en opportunité. Donc en règle générale dans les boîtes, sur de l'outbound, si vous faites bien le boulot, c'est, entre 40 et 50. C'est dans ces eaux-là. Là, vous voyez typiquement, bah, du coup, c'est 40. Du coup, sur les 8 meetings, il y a 3 meetings et des boîtes que je vais transformer en opportunités. Et ensuite ici, du coup, vous mettez votre panier moyen et après, bah, ça vous donne votre prédiction de combien est-ce que vous arrivez à générer de pipeline par semaine ou par mois et ensuite, du coup, vous mettez votre taux de closing. Du coup, sur les 3 opportunités, combien est-ce que j'arrive vraiment à signer? Et à ce moment-là, à la fin, du coup, ça vous donne, du coup, vraiment le pipe que vous avez signé, le CA que vous avez généré. Et en Ouais. fait, après, vous avez juste à jouer un petit peu avec les chiffres pour voir potentiellement, selon vos objectifs, combien de calls vous voulez effectuer. Ça. Et ça, c'est super intéressant. Et nous, ce qu'on aime beaucoup faire, c'est du coup de prévoir début de semaine, du coup, avec les statistiques globales, et ensuite, fin de semaine, de faire des vraies statistiques et de voir où est-ce que ça a pêché, où est-ce qu'on est plus performant aussi. Et comme ça, ensuite, sur la semaine d'après, sur son modèle de prévision, peut-être on va mettre à jour des KPI un peu à la baisse, et ensuite réadapter, etc. Et du coup, ça le fait régulièrement. Au bout d'un moment, on aura des KPI au bout d'un mois, 2 mois et demi, que l'on connaît et on aura du coup tout le temps la prévision, le réel, ok, ce qui a fonctionné, ce qui a fonctionné pas, ce qui n'a pas Mmh. fonctionné, s'améliorer semaine après semaine. Ouais. Mais c'est vrai que ce funnel complet, il fonctionne, on va dire, il est pertinent si vous avez, rencontré entre guillemets «votre marché», que vous résolvez une vraie problématique, que vous connaissez aussi votre ICP et ainsi de suite. C'est là où du coup tout le funnel jusqu'au taux de closing fait sens. Après si imaginons vous êtes une boîte, qui démarre, vous savez pas forcément à qui vendre votre produit et ainsi de suite. Là, il faut plus rester du coup vraiment sur les KPI de call que Flavien a présenté en amont. En disant: «OK, sur 100 personnes, quel est mon taux de décroché? Avec combien de personnes est-ce que j'arrive à engager une conversation? Et après combien de personnes est-ce que j'arrive à prendre un meeting?» Déjà là, ça va vous dire si votre produit il est pertinent ou pas, ou si vous targetez les bonnes personnes, du coup pour la problématique que vous résolvez. Ça sert à rien en fait de faire, tout le funnel si déjà vous démarrez et que vous savez pas forcément à qui vendre. Clairement, clairement. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que suivant le KPI qui n'est pas à la hauteur ou du coup à la hauteur des KPI moyens, Mmh. on peut très rapidement savoir où vient le problème, s'il vient de la liste, s'il vient de notre accroche, s'il vient de notre offre, parce que c'est le taux de conversion ou notre cycle de vente. Bref, rapidement, on voit où est-ce que ça pêche, si jamais on n'a pas les KPI du coup voulus. Ouais, exactement. En plus, ça vous fausse vos données parce que dans certains cas, si vous dites, juste, en fait, c'est le cold calling, c'est éthiquement le j'avais un call hier avec une boîte, qui faisait je crois la salle se faisait 150 calls par jour et il me disait: «Mais en fait, le cold calling, ça marche moins bien que l'emailing» et il me disait, je crois que la stat, c'était il lui fallait, faire 1000 calls pour avoir un meeting. Ils avaient du coup la même stat en emailing et bon, ils étaient intéressés par Minari mais en fait, là, dans leur cas, c'est pas Minari qui aurait résolu leur problème. Ils devaient pas parler à plus de gens. Là, fallait qu'ils s'intéressent plus en amont, soit à leur base de données, soit au script, du coup, qu'elles pouvaient, dire, du coup, pendant les calls. Du
coup, c'est pour ça que d'aller jusqu'au funnel de conversion, c'est pas pertinent et dans certains clairement, cas, c'est pas juste faire plus de volume qui va résoudre vos problèmes de cold calling. Il faut faire attention là-dessus. clairement. Une petite question du coup de Benoît, nous recevrons-nous la présentation par email? Bien sûr, on va vous envoyer un petit email ensuite avec la présentation et le simulateur de ROI pour que vous puissiez ensuite l'implémenter aussi chez vous, du coup, si vous le souhaitez. Tac, je te redonne la main Flavien. Yes. Et du coup, dernier point, du coup, bah, c'est une des parties du coup, que Julien vient de dire. Comment personnaliser ses calls pour améliorer ses KPI de début, du nombre de personnes qu'on argumente, le nombre de personnes qui vont se transformer en rendez-vous, qui sont du coup les KPI qui sont très importants sur une session de call. Donc, première chose, on va leur dire, mais du coup, c'est bien entendu d'avoir un maximum d'informations sur le prospect, son intitulé de poste exact, son actualité dessus, combien de temps ça fait qu'il est laissé l'entreprise, combien il a de personnes dans son équipe. Bref, plus vous aurez d'informations rapidement sous la main, plus vous pourrez être pertinent. Et du coup, le secteur d'activité et spécificité de l'entreprise sont super aussi importants pour pouvoir personnaliser son script global et sur la problématique du coup des prospects, connaître parfaitement son audience. Ça arrive très souvent, c'est le junior qui va arriver, on l'envoie au casse-pipe, allez hop, tiens, tu vas te faire tes calls, tu en as 100 par jour, etc. Le mec, il connaît pas le marché. Ça ne pourra pas fonctionner. Il faut d'abord que vous le fassiez échanger avec vos clients, qu'il appelle du coup des directeurs marketing de sa cible pour savoir comment ils fonctionnent, comment ils travaillent. Bref, qu'ils connaissent vraiment le marché du fond de lui, qu'ils s'approprient vraiment la problématique des personas et ensuite le mettre sur le terrain. Parce que un expert métier, par exemple, si vous appelez Julien pour lui proposer du coup de l'aide sur sa partie finance et que vous ne savez pas ce qu'est un EBITDA, vous allez rapidement perdre du coup en crédibilité. Et ça, les experts métiers, ça va pas fonctionner avec eux. Donc, on sous-estime souvent cette partie-là, mais devenez un expert de ce que vous vendez avant de commencer le call. Sinon, ce sera plus Ouais, compliqué. c'est vrai qu'il faut souvent, c'est bien quand même de connaître le vocabulaire du coup du secteur. Du coup, le prospect, c'est un peu une question de crédibilité, quoi. Si vous vous avez au téléphone et qu'il essaie un petit peu de vous challenger, mais que vous n'avez pas, entre guillemets, si on reprend ton exemple, ce qui est un EBITDA, que vous parlez à un CFO, bon, il va il va se dire: «OK, il sait pas de quoi il parle, next». Donc C'est ça, ça. faut faire Et du attention, coup, ouais. il y a deux points là-dessus. Par exemple, nous, chez Redboost, on a beaucoup de clients différents. Donc, on a des personnes internes qui vont travailler sur différents clients. Donc, il y a la connaissance, mais on ne peut pas être expert de chaque secteur. C'est aussi la préparation, notamment les réponses aux objections. Il y aura des objections que vous allez rencontrer en call qui seront très généralistes. C'est mon numéro perso, envoyez-moi un email, etc. Mais il y aura aussi des objections très spécifiques au secteur. Ça, si vous voulez travailler bien en amont, mais déjà, vous allez déjà 80% du coup des objections, pouvoir y répondre sur des objections qui sont très sectorielles. Et ensuite, ça sera du coup l'expérience qui parlera pour vous. Ouais et souvent, en plus, c'est les objections un petit peu comme tu as dit, c'est mon numéro perso ou je suis en meeting ou je sais pas quoi. Souvent, c'est juste une première barrière, c'est un peu psychologique, hein. Les gens quand ils se sentent, entre guillemets «agressés», ils ont tendance à sortir les mêmes objections pour que vous les appeliez plus. En fait, il faut juste un petit peu, on va dire, calmer le truc et leur dire que c'est un call qui est pertinent pour eux, sur un sujet qu'ils comprennent et qu'ils rencontrent, que c'est un call aussi personnalisé. C'est vrai que c'est une première barrière où faut pouvoir la passer souvent. Mais bon, après, voilà, je suis en réunion, ça vous en aurez beaucoup, vous en avez peut-être déjà beaucoup. Moi, souvent sur ce truc-là de «je suis en réunion», souvent la réponse c'est: «Ah du coup, c'est vrai ce mythe, des gens qui décrochent quand ils sont en réunion». Clairement, Donc parce ça que ça a personne décroche tendance en à réunion Comex, hein, ça n'existe pas. alors j'aimerais bien voir. J'ai jamais vu, mais j'aimerais bien voir. Clairement. Autre chose du coup qui est sous-estimé dans la partie personnalisation école, c'est du coup ce que l'on a sous la main quand on est en train de faire des écoles. Donc, déjà d'avoir sa liste, bien entendu, on va le voir avec des outils comme Minari qui permet d'avoir les infos du prospect, d'avoir son script sous les yeux, hein. Tout le temps son script sous les yeux, ses réponses aux objections, tout son script pour pouvoir très rapidement rebondir. Et si vous avez la possibilité d'avoir un double écran, voire trois écrans, ou alors de rapidement switcher d'une fenêtre à l'autre, avoir le profil LinkedIn de la personne, l'organigramme ouvert quand il décroche de l'entreprise, ça vous permettra aussi rapidement, vous, de pouvoir rebondir et d'être pertinent dans vos approches. Donc, essayez d'avoir un maximum de choses euh, sous la main quand vous faites vos calls qui vous permettront d'être le plus pertinent possible. Mmh mh. Non, c'est clair, c'est clair et c'est vrai que d'ailleurs pour personnaliser ses calls, tu l'avais dit tout à l'heure, faut connaître l'actualité ou faut aussi potentiellement alors ça dépend du stade où vous en êtes dans le cold calling et dans quel type de boîte vous êtes surtout. On a aussi ce qu'on appelle du coup des signaux qu'on peut aller chercher. Donc ça revient aussi potentiellement à l'actualité de la boîte.
Tu sais, OK, je sais pas moi, une boîte, lève des fonds, bah, là, on voit qu'ils postent, ils recrutent beaucoup de commerciaux. Du coup, potentiellement, c'est qu'il faut qu'ils accélèrent, mais du coup, pour accélérer, ils ont besoin de générer du pipeline et si, du coup, ils font du cold calling, bah, du coup, typiquement, nous, on peut les appeler et leur dire: «OK, j'ai vu que vous aviez levé des fonds X ou Y et que vos objectifs, c'était A, B, C, D. Potentiellement, on peut vous aider». Donc ces signaux-là aussi, ça vous permet d'appeler des gens et d'avoir beaucoup plus de pertinence, du coup, pendant les calls. Clairement, clairement d'avoir des signaux extérieurs, c'est vraiment la meilleure chose. Que de l'actualité sur l'anniversaire de la boîte, ça va pas vous servir beaucoup. Mais par exemple, nous, on travaille avec des agences d'ads. On va scraper du coup la Facebook Librairie Ads. Salut Julien, j'ai vu que tu avais des pubs qui tournaient sur Facebook. Comment ça se passe toi au niveau de ton coût d'acquisition? Est-ce que c'est la chose que tu regardes? Tu regardes vraiment derrière les autres métriques, notamment ton taux de conversion, parce qu'on sait que c'est une problématique, ça augmente sur Facebook. Ah ben, le mec, il peut dire ce que tu veux, bon, tu es super ciblé, quoi. Donc, Ouais, derrière, tu seras pertinent et il aura envie de t'écouter, en tout cas de voir ce que tu peux lui proposer. ouais, ouais et en plus, même sur ce tu vois, si tu prends cet exemple-là, tu peux aller plus loin en disant: «J'ai vu la pub X ou Y ou le tu vends, je sais pas, ta nouvelle boisson» et du coup, là, il voit vraiment que, tu as personnalisé ton call et que tu sais de quoi tu parles et tu connais la boîte et tu connais ce qu'il fait, du coup, par rapport à son métier. Bah, plus vous êtes Clairement, précis pendant les calls, mieux c'est. clairement. Et pour personnaliser ses calls, du coup, le mieux, c'est d'utiliser les bons outils. Des outils comme Minari, en fait, vont vous permettre que dès qu'une personne décroche, il y a sa fiche qui va arriver sur l'écran avec son profil LinkedIn, son site web, toutes les informations que vous avez fait dans vos listes avant et que vous allez récupérer du coup sur Minari, qui vous permet en quelques clics de pouvoir personnaliser du coup en étant au téléphone avec la personne. Mmh. Non, carrément. C'est vrai que vous utilisez un CRM et du coup, vous construisez vos listes en amont, vous mettez tout dans votre CRM et puis après vous affichez du coup les différents éléments de personnalisation dans les champs et du coup, ils peuvent s'afficher sur Minari. Mais c'est vrai que du coup, moi, ce que je recommande toujours, c'est que vos éléments de personnalisation, ils doivent être par rapport à une liste et pas forcément par rapport à une personne. Hmm, Donc, si je reprends ton exemple, Flavien, sur les ads, en gros, faut que vous créiez une liste où vous avez identifié du coup quelque chose sur des ads, vous créez que une liste de contacts là-dessus et comme ça, quand ça va décrocher sur Minari, vous n'aurez pas à vous poser 36 questions du coup sur l'élément de personnalisation. Voilà, juste à «débiter» entre guillemets votre script, mais ce sera par rapport à votre liste et pas par rapport à une personne, ciblée. ouais, clairement. On avait justement Cécile qui nous demandait pour la partie script, aussi des exemples beaucoup de scripts que l'on peut personnaliser. C'est-à-dire c'est un script que vous allez voir qui est très généraliste. Bonjour, Julien, c'est Flavien du coup de chez Pinkflow. Voilà, là, je vais travailler sur la partie géographique. On est situé pas très loin de chez vous. C'est une liste du coup du haut de la France. Et là, on va commencer par personnaliser sur le persona, truc très simple. Nous, Julien, il est co-founder ou alors il est directeur général. Je veux dire, on aide les co-founders à optimiser leur performance opérationnelle ou alors on aide les directeurs généraux, mais dire exactement son intitulé de poste, ça va déjà l'impliquer aussi, notamment quand on a deux, trois intitulés de poste, 4, 5 différents qui vont arriver. Euh, Ensuite, petite proposition de valeur, on aide les responsables, du coup les co-founders comme vous, à travailler sur ça, ça, ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites chez Minari? Voilà. De redire le nom de la boîte derrière. Euh, c'est quelque chose vraiment qui va. C'est des petits éléments de personnalisation. Le nom de poste exact, le nom de la boîte, peut-être l'info du coup, l'intent avant, mais qui vont permettre en fait de dire, en fait, il me parle à moi, Julien, cofondateur de Minari, et pas à une énième personne du coup dans la journée. Mmh. Ouais, ouais. C'est vrai qu'on en parlait, on en parlait aussi un petit peu avant de préparer le webinaire. C'est que vous avez 2 façons de faire. C'est soit vous créez un script qui met en avant du coup les bénéfices de votre produit ou votre service et du coup, c'est comme ça que vous drivez votre script. Soit vous créez un script qui lui, là, va plus parler du coup des problématiques que vous pouvez résoudre. Nous, typiquement chez Minari, c'est comme ça qu'on fonctionne. Moi, quand j'appelle des VP sales, des CEO et ainsi de suite, c'est que je leur explique une problématique du coup qu'on rencontre, chez les boîtes. OK, bon, bah, ton commercial, il fait 100 calls, ça lui prend 5 heures, mais il a un taux de décroché de 20, c'est cool. Mais en fait, mécaniquement, ça veut dire qu'il perd 80 de son temps à parler à personne et du coup, quand vous faites ça, vous lui parlez aussi potentiellement ça fait en tout cas à mon sens, mais après ça dépend de la façon dont les gens call, ça fait un petit peu moins vendeur. Ça fait plus: «OK, je t'expose une problématique, est-ce que tu la rencontres?» Donc nous, c'est comme en tout cas moi, c'est comme ça que je fonctionne. Après, ça dépend des encore une fois, des personnalités et de votre façon de caller. Ce qu'il faut faire, en tout cas, moi, à mon sens, c'est que les scripts, de toute façon, faut les préparer. Heu, c'est encore une fois, on en parlait avec Flavien, alors ça dépend des gens, je pense. Moi, typiquement, j'ai tendance à écrire mes scripts vraiment mot pour mot,
avec ce que je vais dire, ce que la personne va répondre, ce que je vais dire, et cetera. Je les ingurgite, limite à les apprendre par cœur et après comme ça, pendant les calls, je suis beaucoup plus à l'aise, je suis beaucoup plus confiant et ça me permet aussi du coup de les personnaliser un petit peu à la volée, de tenter différentes choses, pendant les calls et après, bon, il y a des trucs qui ont fonctionné, très bien, bah, je vais le noter et les trucs qui ont pas fonctionné, bon, bah, ça, je vais les enlever et du coup, ça me permet aussi d'itérer du coup sur les scripts et ça, c'est super important et les scripts, plus ils sont simples, mieux c'est. Il y a pas besoin d'appeler des gens et puis de leur raconter, utiliser tous les mots les plus savants pour expliquer leur offre. Ça, c'est des trucs où les gens, de toute façon, vous les appelez, vous avez, 1 minute 30 du coup pour les accrocher. Plus c'est simple, mieux c'est et Ouais, après faut faire quelque chose où alors faut être un minimum dynamique et cetera. C'est vrai que on dit souvent, voilà, faut sourire pendant le call et ainsi de suite parce que les gens le ressentent, c'est vrai, mais surtout utiliser enfin, pour moi, un sales qui call, il faut qu'il utilise sa propre personnalité. Il a pas besoin de reprendre le script de Flavien ou le script de Julien, ainsi de suite. Faut qu'il utilise sa personnalité, ses propres mots et c'est comme ça qu'il va être à l'aise pendant le call et c'est du coup quelque chose que vos prospects vont ressentir. C'est-à-dire que si vous ressentez que quelqu'un est frustré ou juste qu'il récite un texte parce qu'en fait il le maîtrise pas et c'est pas son langage et cetera, ça va tout de suite même moins bien passer. Il y aura beaucoup moins de conversion derrière. non, clairement. Et moi, il y a quelque chose aussi que j'aime bien dire, souvent sur la complexité des scripts, qui est un bon point. Il faut que le script, vous pouvez appeler votre grand-mère avec et comprendre ce que vous faites. Ouais. Bon, après, des fois, ça peut pas être applicable sur un produit très technique, mais Mmh. vraiment, en fait, votre prospect, il vous écoute à moitié, il a pas le temps, et cetera. Si vous dites des mots très simples et soit sa problématique de façon très simple, ou comment vous pouvez la résoudre de façon très simple, ça sera beaucoup plus facile pour tout le monde et vous avez beaucoup plus de chances d'argumenter entièrement et d'aller du coup au bout du rendez-vous. Donc, vous pouvez faire le test, appeler soit quelqu'un qui ne connaît pas du tout votre secteur ou votre grand-mère, vous lui faites le script, essayez de comprendre, c'est-à-dire que le script est bon. Après il y a différents niveaux avec les grands-mères ou même les parents, hein. Oui, oui, il y a différents Moi niveaux. Mais... typiquement ma mère, déjà elle arrive à utiliser un iPhone, c'est déjà bien. Donc, oui, il ne faut pas trop lui parler de pareil d'erreur, je pense. Exactement. Mais je peux lui expliquer de façon simple, tu vois? Ça fait, de l'appel simultané, tati tatou, mais voilà. Faut vraiment être très, très simple dessus. Donc voilà pour ce live. N'hésitez pas si vous avez des questions. On avait quelques-unes qui étaient posées du coup dans le chat. On a encore quelques minutes avec Julien pour répondre aux questions. Bon, en tout cas, c'était super cool du coup, de faire ce live ensemble. On espère que ça vous a plu. Et merci encore Julien du coup, pour ta participation. C'est très cool. Carrément, c'était un plaisir. C'est vrai que je vois une question typiquement la première là, c'est, Benoît: «Conseillez-vous en plus des call calls la méthode complète du setting?» Alors Je l'ai. Benoît, tu parles plus de la partie, formation, comment construire les listes, les scripts et ainsi de suite? Ouais, tu vois, si, pour mettre un peu Moi plus je de le contexte, je je suis le pas sûr comprends du comme tout, ça, ouais. carrément. Mais du coup, si c'est la question, je sais pas si Flavien, chez vous, vous le faites, du coup? Vous faites aussi une partie, vraiment, formation, où c'est un truc, packagé et OK, on l'a fait pour vous, on a testé, ça fonctionne, tiens, prends ça et vas-y. Ouais, nous, c'est quelque chose que l'on peut faire en effet, c'est-à-dire qu'on va le faire pour chez vous pendant 2, 3, 6 mois, et sauf qu'on va tout documenter, les scripts qu'on utilise, les KPI que l'on a eu, les objections, et cetera. Et ensuite, la boîte, si elle veut internaliser, elle peut récupérer tout ce qui a été fait, les bases de données, et cetera, pour pouvoir la mettre en place chez elle. OK, OK, ça marche. Cindy qui disait, «Peux-tu nous envoyer ton simulateur par email?» Ouais, ce sera fait, on pourra l'envoyer Ouais, par email et ensuite, il y a Cécile qui demande: «Tout à l'heure, vous parliez d'enregistrer les calls, mais faut-il prévenir avant ou pas?» Alors, bonne question. c'est une bonne question. La réglementation vous oblige du coup à annoncer quand un call est enregistré. Maintenant, hem, si vous commencez un call, en tout cas un call par: «Hello, c'est Cindy, le call il est enregistré, mais attends par contre j'essaie de te prospecter et cetera». Je pense Cindy que ton taux de on va dire de conversation va être assez bas. Ouais, Donc c'est vrai qu'en réalité, les boîtes, elles le disent jamais, sauf si elles veulent se tirer une balle dans le pied. clairement, il y a que Free ou Bouygues Telecom qui le disent parce qu'ils ont dû se prendre des répressions de la CNIL dessus ou ils ont pas ça pris, mais sinon, en effet, du coup, ne pas le dire, je pense, parce que les personnes peuvent vraiment se braquer sur cette partie.
Ouais, c'est clair. Déjà, si vous appelez quelqu'un qui vous a pas sollicité, si en plus déjà vous commencez par, «Tu enregistré», bon, ça va pas durer très longtemps le call. Non. Et bien entendu, si vous souhaitez essayer Minari, n'hésitez pas, du coup, à contacter, Julien, soit par email, soit, directement sur le site, pour pouvoir, voir comment fonctionne, du coup, l'outil et comment peut-être ça peut vous faire gagner du temps. Yes, carrément. Du coup, quels outils pour enregistrer les calls? Cécile, alors du coup, tu as tous les outils de VoIP qui permettent de le faire. Alors nous, on le fait, mais après, voilà, tu as des, Ringover, des Aircall, tu as des Allo, qui te permettent d'enregistrer les appels quand tu fais du call calling. Ouais, Après les prix varient, hein, sur ce type de on va dire les dialers, enfin les outils de téléphonie normaux comme les Ringover et cetera, les prix sont souvent dans la tranche des 20 à 50-70 € par mois, selon les offres et ce qu'il y a dedans. Mais c'est un élément qui est quand même assez important pour enregistrer ces appels parce que du coup, ça fait partie aussi du processus d'itération. C'est-à-dire que si tu réécoutes pas tes calls, bah, potentiellement, tu te souviens pas de là où ça coince. Tu arrives pas aussi à te réécouter toi-même, de voir si tu as la bonne intonation, si tu es, assez posé pendant les calls et cetera, ce qui a beaucoup d'importance. Call calling, c'est le fond et la forme, les deux comptent et c'est vrai que du coup, si tu enregistres pas tes calls, c'est compliqué, en réalité. ouais et puis il y a aussi, que ça soit si tu colles pour un client, de lui donner ton enregistrement, c'est toujours, intéressant pour lui de savoir ce que tu dis au prospect et de préparer son rendez-vous. Même si tu colles pour toi, si ton rendez-vous est dans une semaine, de réécouter avant ton rendez-vous, Ouais, ce qui s'est dit au téléphone, ça t'aide vraiment du coup à être plus performant. Donc il y a vraiment les 2, mmh, s'améliorer pendant ses calls et aussi, mieux préparer les rendez-vous derrière. ouais, non, carrément. Après, il y a beaucoup aussi de CRM qui permettent de passer des calls directement dans les CRM et de les enregistrer en même temps. Donc ça peut aussi faire le boulot. Clairement. On a une petite dernière question du coup de Benoît. Quelles sont les IA les meilleures pour faire ces call calls sans que ça te coûte une fortune en abonnement portable, mais pas internet? Ouais, ça, j'ai pas trop la réponse, je sais pas si tu l'as, Julien. Quels sont les IA les meilleurs pour faire ces call calls? Je suis pas sûr. En gros, Benoît, tu veux un abonnement pas cher en abonnement portable. Après IA, alors les moins chers de mémoire, on va faire de la pub. Tiens, C'est faire de free, la pub. peut-être des Abigail. Il va se Alors non, positionner. tu as Allo, je te le mets dans le chat, Benoît. Il y a un outil, voilà, c'est un outil de VoIP, c'est un outil que je crois que tu peux avoir sur ton téléphone ou sur ton ordinateur pour faire tes calls. Ils font de l'enregistrement de l'appel, ils font de la retranscription d'appels et des résumés d'appels. Donc, moi sur les entre guillemets «les dialers», normaux et Meilleur rapport qualité-prix, ouais. voilà, c'est les moins chers et ils ont franchement un beau produit et après tu as les autres comme Aircall, Ringover qui sont en général plus pour des équipes commerciales où là ils sont, plusieurs, on va dire je sais pas 5, 10, 20, 30 et du coup ça a plus de propriétés collaboratives, on peut se renvoyer les appels, les machins, les trucs, tout est connecté au CRM et tout le zinzin. Mais Allo déjà c'est une bonne porte d'entrée. Clairement. Ouais. Mais, en tout cas, merci à tous du coup d'avoir participé à ce live. Merci, Julien. Du coup, c'était trop cool de le faire ensemble et avec plaisir du coup pour continuer d'organiser et se revoir du coup, sur d'autres lives. Ouais, carrément. Cécile, la dernière question, mine de rien, c'est pour des équipes. Nous, on a de tout. On a des freelances, on a des solo founders, on a des équipes. En fait, Minari, c'est souvent pour des personnes qui sont déjà aguerries en cold calling et qui ont besoin de passer à une step supérieure. Donc, Ouais, c'est ça. vous faites, je sais pas, je vous dis n'importe quoi. Soit vous avez besoin de gagner du temps et du coup, Minari vous permet du coup de faire, beaucoup plus de calls en moins de temps, soit vous avez besoin vraiment de booster votre pipeline et là, du coup, avec Minari, vous pouvez faire beaucoup, beaucoup plus de calls. Ouais. Je Voilà. conseille vraiment, nous, chez Letgo, ça fait un moment qu'on utilise et ça a vraiment changé du coup nos performances. Et bien entendu, je le répète, vous recevrez du coup le simulateur et la présentation par email d'ici la fin de semaine ou début de semaine prochaine pour que vous puissiez regarder et appliquer tout ça. Et le replay sera aussi disponible sur YouTube. Top. Mer- Merci à tous, merci encore Julien, et puis bonne journée à tous et en espérant que vous allez avoir beaucoup de rendez-vous en call sur ces prochaines semaines. Yes, top. Merci beaucoup. Bonne journée.